Salut les tondas, c'est la Prale et vous regardez le 20e journal de la F1. Allez, c'est parti! Au sommaire aujourd'hui, une toute nouvelle émission, les potins de la F1. On va parler un petit peu de ce qui se passe en dehors de la piste elle-même. Parce que la Formule 1, c'est pas seulement des voitures qui tournent sur un circuit, il se passe plein de choses partout autour et c'est passionnant. On commencera par parler de Lando Norris et de sa situation personnelle. Je vous présenterai une figure que vous ne connaissez pas qui s'appelle Nathalie Robin. On verra ensemble comment se préparent les athlètes en vue du Grand Prix de Singapour. Et pour finir, une rubrique que j'aime bien, le « Et sinon pendant ce temps-là ». Un petit bonbon avant de se laisser. Si je vous dis Luisinha Oliveira, est-ce que ça vous parle? Alors si je vous montre Luisinha, est-ce que ça vous parle? Non, mais c'est pas désagréable. Figurez-vous qu'elle et Lando Norris avaient officialisé leur couple il y a quelques mois de ça, et le couple le plus glamour de la Formule 1 a annoncé leur rupture dès la reprise du championnat. Tout cet été, ils ont inondé les réseaux sociaux de belles photos d'amoureux, de beaux discours d'amour, de plein de trucs tout choupi-choupi, et dès qu'on arrive à Spa, bam, c'est fini. Lando, il est arrivé tout seul à Spa et il a pas tardé à lâcher le morceau aux journalistes. De toute façon, c'était compliqué de faire autrement. Officiellement, ils sont séparés en très bons termes et ils se souhaitent l'un l'autre toutes les bonnes choses pour l'avenir. Et ça, c'est ce qu'on dit et il y en a souvent un des deux qui est moins d'accord que l'autre avec l'idée. La question qu'on se pose, c'est quel impact ça va avoir ou ça a pu avoir sur Lando Norris à la reprise du championnat cet été. À Spa-Francorchamps, il n'a pas terminé dans les points. Une des rares fois de la saison, mais on ne sait pas si ça vient de la voiture ou de lui. Depuis, à Zandvoort et à Monza, il a terminé 2 fois 7ème. C'est sa place habituelle cette année, c'est le vrai niveau de sa voiture. Même s'il a eu un petit coup de mou à Spa, on saura jamais si ça vient vraiment de lui, de son état d'esprit ou de la voiture. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça a l'air d'être réglé et c'est tant mieux. Il redevient le célibataire le plus prisé du plateau. Entre sa bonne bouille, son sens de l'humour et son portefeuille rempli, ça devrait pas durer bien longtemps. Maintenant, je vais vous présenter Nathalie Robin. Vous ne la connaissez pas non plus, j'ai pas trouvé de photo en maillot de bain, et pourtant elle vient de marquer l'histoire de la FIA. Elle a 43 ans, elle est américaine, et elle est présentée comme la première femme à accéder au poste de directrice générale de la FIA. Waouh, ça claque! Mais, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un mais, quand on creuse un peu et qu'on oublie l'effet d'annonce, on s'aperçoit de quelques petites choses par-ci par-là. Déjà, c'est la première tout court, c'est-à-dire que ce poste n'existait pas dans l'organigramme de la FIA jusqu'au mois dernier. Du coup, n'importe qui aurait pu être le premier ou la première à devenir directrice ou directeur général de la FIA. Déjà, ça sent la com. Et au-delà de ça, ses rôles et ses missions sont plutôt flous, évasifs. Elle doit stabiliser les finances de la FIA. Elle doit rationaliser les structures de la gouvernance ainsi que les process opérationnels. Et enfin, elle doit développer ses capacités de direction pour soutenir la diversification et la croissance des futures sources de revenus. Perso, quand j'entends ça, je comprends un énorme salaire qui explique aux autres pourquoi leur salaire n'augmente pas, voire diminue, et pourquoi il faut dépenser moins d'argent, et quelqu'un qui sert d'éponge et qui organise des gueuletons pour faire rentrer des nouveaux investisseurs. Du coup, ça a soulevé 2 questions chez moi. Est-ce que dans une société gouvernée par la bien-pensance, l'homme de paille 2.0 ne serait-il pas une femme? Le fameux woman washing dont on parle actuellement, c'est-à-dire élire une femme à un poste de haute fonction juste pour dire qu'on a élu une femme à un poste de haute fonction, ça se fait beaucoup, c'est super moche. Surtout quand on sait que le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, beau gosse le mec, hein, est un citoyen des Émirats Arabes Unis, où les droits de la femme sont en nette émancipation ces dernières années, mais il reste encore pas mal de taf. La question peut se poser. Mais quoi qu'il arrive, il n'en reste pas moins que le geste est louable, le symbolisme est fort et très appréciable. La deuxième question, c'est pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Et là, ne vous y trompez pas, elle n'arrive pas les mains vides et son CV parle pour elle. Elle a 15 ans d'expérience dans l'automobile et la finance. Elle a occupé des postes de direction chez Volvo, Nissan et Daimler Chrysler. Elle sait ce qu'elle fait. Elle assure, c'est son métier. La petite question bonus, c'est tout ce qu'elle fait là. C'est pas censé être le président de la FIA qui le fait? Est-ce qu'il aurait pas embauché quelqu'un pour faire le taf à sa place, le nouveau prez? Cocktail de fruits et farniente, les copains. Dernière petite chose, elle a travaillé chez qui déjà, Nathalie? Chez Daimler. Ça me dit quelque chose, Daimler, non? Et oui, Daimler, c'est la maison mère de Mercedes. Je ne sais pas si ça signifie grand-chose à ce stade-là, c'est dur de le dire, mais s'il y en a un qui se frotte les mains sur le plateau, c'est Toto Wolff. Pour rappeler que jusqu'ici, le président de la FIA, c'était Jean Todt qui sortait directement de chez Ferrari, ça n'a pas aidé Ferrari à gagner, hein.
Quoi qu'il arrive, on peut charrier, on peut se poser des questions, mais quand on voit le mauvais goût de beaucoup de commentaires sur le net vis-à-vis de l'arrivée de cette femme à ce poste-là, on choisit vite son camp. Alors bravo à elle, je suis impatient de voir ce qu'elle réserve pour la FIA et comment elle va faire évoluer les choses. Pour continuer cette émission, on va parler un petit peu de la préparation physique des pilotes. Là, ils avaient 3 semaines de break entre Monza et Singapour. Et on peut dire qu'il y a 2 salles, 2 ambiances. D'un côté, on retrouve les acharnés. Russell par exemple sur son vélo avec un kawaii, un parka en train de transpirer comme c'est pas permis. Faut savoir que Singapour c'est l'enfer pour les pilotes. C'est la course la plus longue en temps de l'année. La température est ultra élevée, il fait plus de 30 degrés en pleine nuit. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils courent la nuit. Et une humidité tropicale infernale. Ils n'ont pas le choix, il faut se préparer physiquement pour affronter ce Grand Prix là sans vraiment trop souffrir. On a Leclerc, lui, qui fait de la récupération physique intensive entre 2 entraînements sportifs, en chaussettes claquettes directement dans une chambre froide. Et ça fait froid au téton et il est pudique, le petit Charlie. Et de l'autre côté, il y a la méthode Hamilton. Pépouze dans son canapé avec son neveu et sa nièce en train de mater Nemo, au calme. J'adore cette image, je la trouve splendide. Lewis passe beaucoup de temps avec ses neveux et nièces, il adore les enfants. Et t'imagines à leur place les gamins, Lewis Hamilton c'est ton oncle, c'est tonton quoi. C'est ouf, c'est complètement ouf. Petit détail, regardez la peluche qu'a son neveu. Ça vous rappelle personne? Et ouais, c'est la peluche de Roscoe. Roscoe, c'est le chien de Lewis, il l'emmène partout avec lui, sur tous les grands prix, il est là. Il adore son chien, il fait plein de photos avec, c'est vraiment sa mascotte à lui. Si bien que même son neveu, il l'a en peluche, c'est génial. Et sinon, pendant ce temps-là, on a Lance Stroll, qui ressemble toujours à Hulk. Et voilà les tondeuses, l'émission se termine. Je vous remercie d'avoir suivi les potins de la F1. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. Allez, salut!